Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et on est ravis de vous retrouver avec nos vraies voix du jour. On est ensemble jusqu'à 19h30. Autour de cette table, Philippe Bilger qui est avec nous. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir, ma chère Cécile. Coralie Dubos, vous êtes très bien entourée avec Coralie à côté de vous. Ah bah oui. Partenaire chez NSI, ancienne députée. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Merci d'être là. Samuel Botton, que vous connaissez bien maintenant aussi, expert en communication chez Step Conseil. Ça va? Très bien. Ouais, vous êtes au taquet? Écoutez, prêt, des beaux débats qui arrivent, donc on va essayer de donner le meilleur. Ne vendez pas trop le truc, parce que si jamais vous n'êtes pas moins bon, ce sera dommage. Vous aurez vendu un truc qu'il fallait pas. Bref. Allez, au sommaire de cette émission, on va revenir sur le grand débat du jour sur un individu condamné pour narcotrafic qui ne doit plus bénéficier de la solidarité nationale. C'est ce que dit le ministre du Logement. Avec cette question du jour, faut-il priver de HLM les narcotrafiquants pendant 10 ans, comme le souhaite en tout cas le ministre. Et puis la question du soir, régulariser 250 000 clandestins rapporterait près de 3 milliards d'euros par an à l'État, selon la présidente de l'association France Terre d'Asile, mais aussi magistrate à la Cour des comptes, Najat Vallaud-Belkacem. Et c'est la question du soir. Est-ce que justement, ce que disent les LR, ont-ils raison finalement de dire que Najat Vallaud-Belkacem sort de son rôle? Allez, 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h30. Tout de suite, le grand débat du jour. Aujourd'hui, les narcotrafiquants sont partout. L'an dernier, au moins 315 meurtres et tentatives de meurtre liés au narcotrafic ont été recensés. Mon combat, moi, c'est contre la pieuvre du narcotrafic. Le nombre de trafiquants n'a jamais cessé de prospérer. Je pense qu'il faut taper très fort. Je veux frapper les narcotrafiquants et surtout les narco-racailles au porte-monnaie. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Philippe Bilger, le ministre du Logement, a donc souhaité accélérer les expulsions des trafiquants de drogue. Est-ce que vous pensez-vous que c'est une disposition très, très ardue ou qui va dans le sens de l'histoire? J'ai bien conscience que le souci des personnalités politiques responsables est de s'attaquer à propos des fléaux sur lesquels il y a consensus, le narcotrafic, vers ce qu'ils appellent la source, là où le défi, le fléau s'amplifierait, où il se développerait. Alors, bien sûr, cette initiative a mon assentiment, mais immédiatement je m'interroge, que fera-t-on de ceux qu'on aura empêchés d'être là? C'est en permanence le souci que j'ai devant certaines initiatives que je partage sur le principe, mais il faut bien faire quelque chose de ces gens qu'on a mis ailleurs. Est-ce qu'ils vont recréer le même problème ailleurs? C'est une question que je me pose. Coralie Dubos. Moi, je m'interroge sur la modalité de la mesure, parce que privé d'un droit, normalement, là en l'occurrence c'est un droit social, ce serait qui exercerait ce pouvoir? Le juge, le bailleur? Comment ça se passe? On va pas mettre dans la main des bailleurs. Le bailleur visiblement le font déjà de leur côté, ce serait, j'imagine, uniformiser cette mesure. Mais sur quoi? Sur la base d'une condamnation sur narcotrafic? Oui, absolument. On ne sait pas. En fait, on n'a pas le détail. Et de violence conjugale aussi. Ah oui, aussi. Oui, absolument. Là, je trouve que les deux, quoi. Alors sur les violences conjugales, à mon sens, le plus important, c'est surtout de préserver un logement pour la femme et les enfants victimes de violences conjugales. Je préfère qu'on passe du temps et de l'énergie à s'occuper de ceux à protéger en premier lieu. Je veux pas qu'ils soient laissés de côté. Je vois pas vraiment le fonctionnement du dispositif de la mesure. Il y a une petite confusion quand même entre justice et morale à ce niveau-là. Je comprends l'enjeu. Moi, j'ai toujours été favorable, par exemple, à la saisie des avoirs criminels, à de la sanction pénale qui aille taper au porte-monnaie. Mais dans le cadre de la sanction pénale, là, dans le dispositif, je vois pas exactement comment le bailleur peut devenir quelque part juge et lui-même prendre cette sanction pénale. En revanche, je pense qu'il est de la responsabilité du bailleur de garantir à tous les habitants qui bénéficient d'un logement social, parce qu'ils y ont droit, ils en ont besoin, d'une fait de ne pas être pollués par le narcotrafic dans leur environnement quotidien, dans leur habitation. Alors Jean Brun dit que Samuel Botton, qu'il y a tellement de demandes finalement de logement social et que aujourd'hui c'est difficile de se dire qu'on peut en faire bénéficier à des gens qui sont ou des délinquants ou des trafiquants, alors que des familles sont en attente. Je vais prendre le problème à l'envers. Déjà, c'est une mesure qui est à la fois démagogique et pleine d'amalgame. Vous prenez un trafiquant de drogue, quel qu'il soit, à un certain niveau, du moins ce que l'État entend. Oui. Je doute fort que ce monsieur-là
ou cette dame-là vivent en logement social. Alors il y a peut-être effectivement un membre de sa famille qui peut être, mais après ça soulève plein de questions, c'est-à-dire comment fait-on quand comment fait-on quand une personne a été condamnée, qu'elle cherche à se réinsérer, mais qu'elle montre bonne volonté, c'est-à-dire elle apprend un métier, elle travaille, elle pointe au commissariat régulièrement, tous les critères sont respectés, on est dans une insertion réussie. À cette personne-là, on va aller lui dire tu as fauté et donc toi et tes proches, vous n'aurez pas de logements sociaux. Ça me gêne un peu. Ensuite, sur la question du narcotrafic en général, j'ai tendance à dire qu'on a toujours pris ces questions, au moins les plus importantes, dans le mauvais sens. Je renvoie à la question du cannabis. Aujourd'hui, on est le premier pays consommateur au monde. On a 6% de Français qui en consomment régulièrement et pourtant, on est le dernier neuneu de l'Union européenne à traiter cette question par une forme de dépénalisation ou de répression. Et là, on n'y est pas du tout. Et enfin, effectivement, sur la question des logements sociaux, je peux comprendre, mais ça veut dire, et c'est ce que disait Caroline, c'est-à-dire Coralie, pardon, autant pour moi. Il faut qu'il y ait des conditions qui soient strictes. Je préfère effectivement qu'on aille taper au porte-monnaie de la manière dont c'est fait actuellement. Mais aujourd'hui, jeter l'opprobre sur des familles ou sur des personnes qui en sont à un certain niveau et qui essayent de se réinsérer, ça me gêne un peu plus. Donc cette mesure-là, je n'en vois pas l'utilité et la nécessité à l'instant T. Philippe Bilger. D'abord, je n'ai pas l'impression, bien sûr, il faudrait des précisions sur les modalités, mais je n'ai pas l'impression qu'on va jeter l'opprobre sur les familles. On peut distinguer le narcotrafiquant de ses proches. Et deuxième élément, je vois bien là votre humanisme, mon cher Samuel, mais je dirais la réinsertion des narcotrafiquants est quelque chose qui relève carrément de l'impossibilité. C'est pas vrai. C'est pas vrai, vous prenez certains jeunes qui ont commencé à 15, 16, 17 ans, qui comprennent, qui font un tour en prison une fois et qui veulent pas y retourner, et qui eux se mettent à travailler. Moi, des associations dans le 15-16 à Marseille, qui est le quartier le plus gangréné en termes de consommation et de trafic de drogue, j'ai des jeunes qui vont dans ces assos. Ce n'est pas ceux que j'appellerais des narcotrafiquants. Vous voyez, la question, c'est ce que je disais, c'est la classification. Et petite main, c'est pas du tout la même chose. Absolument. Oui, mais je pense que déjà le problème de cette mesure, c'est qu'elle est énoncée, c'est un peu une mesure spectacle qui est là pour faire le buzz, mais elle n'est pas précisée, on ne sait pas qui ça concerne exactement. Est-ce que c'est la personne qui vient d'être condamnée, qui va être condamnée, qui a été condamnée? Est-ce que les membres de la famille sont touchés ou pas? Comment? Je veux dire, si c'est pas lui qui en bénéficie, mais sa sœur, et qu'elle lui propose d'habiter chez lui, est-ce que ça joue pas? Une mesure, quand on la met en œuvre, c'est complexe. Or là, il y a une petite confusion entre droit social, moral et droit pénal. Il faudrait quand même un peu plus de précision. Moi, je vois pas comment elle s'applique demain. Franchement, je vois pas comment ça s'applique demain. En ce qui me concerne, le principe me fait plaisir, mais après, il y a énormément... Ça me semble un peu... La chose est de dire, est-ce que vous êtes d'accord de dire qu'entre une famille, si j'explique bien ce qui se dit, entre une famille qui se comporte correctement et une famille dont les enfants sont pas gérés, et il est normal à un moment donné que ces gens-là ne puissent pas bénéficier. Il y a des familles où il y a 3 enfants et il y en a 2 ça fonctionne parfaitement bien, puis il y en a un ça fonctionne pas. Il y en a un ça fonctionne pas. Est-ce qu'on punit toute la famille parce qu'il y en a un qui est dysfonctionnel? Je suis pas favorable à ça. C'est vrai que c'est un peu un autre problème, Coralie, c'est-à-dire j'ai toujours été hostile à la suppression des allocations, comme si l'éducation pouvait offrir un résultat arithmétique. C'est très vrai. Dans une famille, il y a parfois un des cas qui ne va pas dans le bon sens et les autres. Et donc, en ce sens-là, je ne serais pas partisan de punir l'ensemble de la famille. Mais il me semble que votre question sur le narcotrafic, elle est un peu différente. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans le fond, c'est la question de fond qui est posée, mais qui n'est pas dite dans la mesure. Qui est intéressante, c'est de se dire, si on considère que le narcotrafic, ça alimente de la criminalité, du délictuel, de la dangerosité, probablement aussi un peu de chaos dans certains lieux de vie. Des désordres, oui, voilà. Bien sûr. Ça nuit à la collectivité. Si ça nuit à la collectivité, pourquoi ça bénéficierait de droits où tout un chacun paie de sa poche pour contribuer à la solidarité globale? Et donc, comment est-ce qu'on refuse la solidarité à ceux qui finalement nuisent à la collectivité? Je pense que la vraie question, c'est celle-là. Je ne suis pas sûre que la mesure réponde à cette question. En revanche, la question est intéressante. La question, je la valide. C'est-à-dire que quand on a un comportement qui nuit à la collectivité, est-ce qu'on a le droit de bénéficier de tous les droits à la solidarité? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Absolument. Mais la façon d'y répondre est tout aussi importante que la question.
Et je ne veux pas qu'on y réponde n'importe comment. Voilà. Je pense que la question qu'on attendait de la part du ministre, et c'était peut-être pas finalement le bon ministre, c'était plus du côté de l'intérieur que ça se jouait, c'est comment on fait pour lutter contre le narcotrafic. Comment on fait pour lutter contre des drogues qui arrivent sur notre territoire, qui sont de plus en plus violentes, c'est-à-dire là, on parle même plus de cannabis ou de drogue douce ou de ce que vous voulez, on parle de choses très dures, je pense au crack, je pense à bien d'autres choses qui sont même arrivées à Marseille ces derniers mois, c'est-à-dire ça fait peur, vous avez des universités qui sont gangrénées par ces trafics, vous ne pouvez plus mettre un pied. Je comprends, mais est-ce que pour juguler, on n'est pas sur plusieurs ministères, et c'est pour ça que le logement, l'intérieur, est-ce qu'il n'y a pas une politique, la santé, effectivement, de se dire qu'il y a une politique commune? Pour mener une politique commune, il faudrait une stabilité entre les gouvernements. Je pense qu'en l'état, c'est très dur de pouvoir poursuivre quelque chose. Sur les HLM, il y a plein d'autres questions qui peuvent se poser. Et le logement ne peut pas non plus remplacer l'intérieur, je pense, ni la justice. Mais il y a des vraies questions qui se posent. Il y a aussi les questions de quand ça fait 30 ans que vous êtes dans un logement social et que vous y étiez entré à une famille de 5 avec 3 enfants, que les enfants sont aujourd'hui adultes. Et ailleurs, vous êtes plus 2 ou plus que 1, que vos revenus sont modifiés, que vous pourriez finalement honorer un loyer et que vous y restez, que ça prend peut-être la place d'une famille ou d'une femme à placer qui a été victime de violence avec enfants. Là, on est dans le logement, mais c'est un vrai sujet aussi. Allez, 0826 300 300, vous nous appelez, on est ensemble jusqu'à 19h30. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, on espère que tout va bien, que vous avez passé un très bon week-end. Nous, c'était bien, mais c'est bien aussi de vous avoir dès le lundi, avec autour de cette table Philippe Bilger qui était avec nous, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, et Coralie Dubost, qui est partenaire chez NSI et ancienne députée. Et ce numéro de téléphone qui sonne, le 0826 300 300 sur notre sujet du jour. Laurent qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Quel est votre avis sur cette proposition du ministre du Logement, Vincent Jeanbrun ? Alors, ça pourrait être une bonne idée, mais derrière, on enclenche automatiquement une machine qui serait, il y aura trop de mécanismes. C'est-à-dire que pour détecter où sont les trafiquants ou les narcotrafiquants, il faudrait envoyer régulièrement le casier judiciaire. Est-ce qu'on devrait connecter le ministère de la Justice avec les différents offices HLM ? Enfin, c'est un truc qui ne fonctionnerait pas. L'idée, elle est bonne, mais ça ne fonctionnerait pas. Et dernière chose, pour arrêter le narcotrafic, il s'arrête aux frontières. C'est-à-dire que la drogue, elle rentre de l'extérieur. Il n'y a pas de pavot en France, il n'y a pas d'opium, il n'y a pas non plus de cannabis. Donc si ça vient de l'extérieur, en fait, il faut arrêter la drogue à l'extérieur, avant même qu'elle rentre dans les cités ou à l'intérieur du territoire. Si c'était si simple, on le saurait, enfin on le ferait en tout cas. Les observations sont intéressantes, bien sûr. Mais je suis frappé de voir, Cécile, à quel point je ne surestimais pas la portée de ma première réflexion, mais on ne se demande pas où on va les mettre, quoi. Est-ce qu'ils vont gangrener d'autres lieux, d'autres univers ? C'est peut-être pourtant une inquiétude qu'on peut avoir. Je vais reprendre la phrase du ministre qui a dit si toute la famille est complice, je souhaite que toute la famille soit expulsée. Dans le cas contraire, on expulse le délinquant et on reloge le reste de la famille dans un logement plus petit. C'est ce que propose en tout cas le ministre. Alors je ne sais pas comment il veut s'en sortir, Samuel Botton, mais ça me paraît compliqué quand même. Non, j'en ai le tri n'est pas facile. Le tri n'est pas facile et ça me renvoie à l'analyse première qui est de donner des moyens aux forces de l'ordre pour lutter contre les types de trafic les plus virulents. Et ce genre de mesures, ça peut se faire d'une certaine manière. Voilà, effectivement, regardez comment. Vous imaginez tout le travail que ça demande. Analyser qui dans la famille. Ça me renvoie presque à l'époque du fichier Edwige, sur lequel toute la France s'était levée, qui permettait d'avoir toutes les infos sur un individu. Donc en fait, on en est là. On va fliquer, on va mettre encore plus de moyens et on va perdre du temps avec des choses qui ne sont pas forcément prioritaires, là où il y a une vraie lutte qui doit s'organiser. Et vous avez parlé tout à l'heure des ministères, des politiques de prévention qu'il pouvait y avoir avec la santé. C'est là-dessus qu'il faut mettre les moyens. Aujourd'hui, sur la question des logements sociaux en France, et notamment dans les grandes villes, il y a des commissions indépendantes. Vous pensez que les politiques aujourd'hui de santé peuvent mettre fin aujourd'hui, de santé ou autre, au narcotrafic, que l'argent n'est pas plus puissant finalement que les politiques publiques ? Aujourd'hui, il faut faire de la prévention parce que c'est indispensable sur ces questions-là. Vous ne pouvez pas laisser une jeunesse découvrir par elle-même
au détour d'une soirée ou je ne sais où, ce qu'est la drogue dans sa forme la plus violente. Donc effectivement, on en rigole quand on est au lycée et qu'on voit des cours de prévention sur attention, la cocaïne c'est mal. Mais c'est important et il faut le faire. Et après, il y a effectivement la question de la lutte. Alors, mais là, vous êtes du côté quoi, de ceux qui les vendent ou ceux qui les consomment? C'est-à-dire parce que non, mais moi je suis du côté de personne. Non, mais quand vous dites ça, vous parlez de la prévention, elle va sur ceux qui, pour éviter de la consommer. La prévention, déjà, je considère qu'elle doit se faire au plus jeune âge. Donc que ça commence au collège, au lycée, et que ça doit s'étendre après sur les autres structures d'éducation. Après, il y a la question du grand public. On a eu des campagnes de publicité sur la lutte contre l'alcool au volant. On doit en avoir aussi sur la question des différentes drogues qui sévissent dans le pays. Et après, c'est ce que je maintiens, c'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez... Il y a la question de la prévention, il y a la question de l'action aussi. Et l'action, elle doit venir de la part des forces de l'ordre. Alors attention, je ne dis pas que c'est très bien ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui. Il faut donner plus de moyens. Il faut permettre de frapper plus fort. Il faut permettre de frapper sur les bonnes bases. Moi, aujourd'hui, des flics qui font des rondes tous les quarts d'heure pour aller choper des mecs qui trafiquent des 50 € de cannabis, c'est pas ma problématique première. Je préfère qu'on se concentre sur effectivement des choses qui soient un peu plus concrètes, qui font un vrai mal. On pourrait parler, je vais me faire l'avocat du diable, Philippe, mais vous savez... Combien de familles ça fait vivre dans les cités aujourd'hui, le trafic de cannabis? Cette économie souterraine, elle est estimée à 3 milliards d'euros. C'est pour ça qu'il dit que... Je pas de cette argumentation. Cécile, avant que Coralie, moi je voulais dire, et c'est vrai, si pour mettre en œuvre ce que souhaite le ministre, si ça appelle un tel appareil compliqué, mieux vaut rester dans la répression classique. Ça me rappelle le débat sur les prisonniers qu'on mettait dans d'autres pays de l'Europe parce qu'on ne pouvait pas les accueillir chez nous. C'est inapplicable. C'est pas chiffré et ça n'ira pas au bout. Pourtant, ça a été fait. Je me demande, Coralie, quand je vois ce que ça rapporte financièrement, si un jour on pourra en venir à bout. C'est ça le sujet finalement. Je pense que c'est extrêmement complexe. Ça a été une priorité dans différents gouvernements de différents partis. Il ne faut pas baisser les bras quand même. Mais tous les partis ont fait de leur priorité à un moment. Quand ils étaient en gouvernement, ils ont toujours fait de leur priorité la lutte contre le narcotrafic. C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement imbriqué avec d'autres types de trafic, que ce soit le trafic d'armes ou d'autres circuits parallèles. C'est extrêmement dangereux parce que les jeunes peuvent tomber dedans très jeunes, avec beaucoup d'illusions, sans trop comprendre ce qui se passe, et après être embarqués dans des machines complexes. Sachant que évidemment, c'est un sujet éminemment complexe. Sur la mesure du ministre, je me dis que probablement, ça me semble être une mesure en réaction à quelque chose qu'il aurait découvert, comme si ses services lui avaient présenté la situation de certains bénéficiaires qui finalement étaient dans des logements sociaux et qui se disent mais c'est inacceptable, je veux sortir une mesure, c'est pas possible, ça peut pas arriver. On le comprend, mais déjà qu'on aille saisir les voitures de luxe, les montres de luxe, tous les objets par ailleurs. Moi, je suis vraiment favorable à la saisie des avoirs criminels très rapidement. Merci. Allez, tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Petite info anodine comme ça, mais pas vraiment. Malgré son bac plus 5 en finance, France Travail lui propose un job de Père Noël. On n'y croit pas, Cécile. Une fois de plus, on n'y croit pas. Ça se passe à Reims, où une jeune femme de 23 ans, tout juste diplômée d'un master en finance, vous l'avez dit, s'est vue proposer par l'agence France Travail un poste de Père Noël. Oui, costume rouge, barbe blanche, même 28 heures par semaine du 1er au 24 décembre. Ce n'est pas une blague. Aussi fou que ça puisse paraître, France Travail assure qu'il s'agit d'une suggestion automatique de son site. Mais moi, je trouve que ça interroge clairement sur l'accompagnement des jeunes diplômés en France. Benoît Serre, vous êtes avec nous ? Bonjour. Bonsoir, vous êtes coprésident du cercle de réflexion Cercle Humania qui réunit près de 600 DRH. La question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que ça transmet comme message quand on apprend ce genre de nouvelles ? Ça transmet de 3 choses. La première, c'est que il ne faut pas forcément tout automatiser quand on accompagne des gens vers l'emploi. La deuxième, c'est que le volume à traiter par France Travail est tellement considérable qu'ils n'arrivent pas à suivre. Et la troisième, c'est que je pense que ça n'a même pas eu de chance. Mais sur le fond, on sait très bien qu'il l'un des problématiques, malgré tous les efforts qui ont été faits et qu'il faut saluer par France Travail depuis quelques années, on s'occupe trop tard des gens, en fait. Et on s'occupe trop tard et trop loin, malgré les efforts des agents, c'est pas la question. Et donc, on peut se retrouver avec ce type de bug. Pour des gens, ce qui est très troublant pour quelqu'un qui cherche un emploi, de te voir proposer ça. Je pense qu'elle a du mal de vivre, malheureusement. Benoît Serre, est-ce que ça veut dire, pardon Philippe, excusez-moi, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas assez en tout cas de postes possibles et compatibles avec son CV et à ce moment-là, il faut proposer le tout venant, si je puis dire?
Un bac, alors ça dépend, parce que vous savez, c'est un bac plus 5 en finance, théoriquement, il y a des postes quand même. Hein. Oui. Maintenant, je ne sais pas si cette dame n'a pas un périmètre, par exemple, géographique extrêmement restreint, ou s'il y a des activités, c'est très difficile. Je crains malheureusement que ce soit effectivement, comme dit France Travail, un système IA plus ou moins bien réglé, mal réglé en l'occurrence, qui a produit ça. Mais le fond du sujet, c'est pas ça. C'est que je ne sais pas très bien comment elle est accompagnée, mais c'est vrai que on a toujours observé que les gens, quand ils perdent leur emploi, finalement, ça prend un peu trop de temps pour qu'ils soient vraiment pris en charge et dirigés vers des bonnes fonctions accompagnées. Et c'est pas parce que France Travail fait mal son boulot, c'est parce qu'il y a un volume à traiter. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais les statistiques du chômage sont de pire en pire, et je crains que ça ne s'arrange pas. Philippe Bilger veut vous poser une question, après Coralie Dubost. Pardon, la question derrière l'apparent ridicule de la proposition, est-ce qu'elle ne renvoie pas au fait qu'une minorité de citoyens préférerait travailler dans n'importe quoi plutôt que de ne rien faire ? Alors, c'est une bonne remarque. C'est-à-dire que moi, je l'observe quand j'accompagne des gens qui cherchent un emploi, parce que de fait de ma fonction, forcément. Vous avez des gens, à un moment, on est obligé de leur dire, mais n'acceptez pas n'importe quoi, vous avez quand même une valeur. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où, dans le désespoir, quand vous êtes notamment au chômage depuis longtemps, vous êtes prêt à accepter n'importe quel job. Mais je ne pense pas que France Travail joue là-dessus. En tout cas, j'espère pas. Petite question, Coralie Dubost, mais rapidement, 53 secondes. Non, mais je vais lire un peu la réponse de France Travail sur le sujet. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'ils expliquent très clairement que cette jeune femme avait préalablement paramétré des postes autour de chez elle. Et que donc c'était un job autour de chez elle qui lui avait été proposé. Et même proximité donc. Mais oui, mais donc même s'il y a une IA, et ça c'est un message important à la jeunesse, il y a deux messages importants à la jeunesse. L'IA, c'est pas automatique. L'IA, il faut prompter. Et il faut prompter intelligemment pour avoir des réponses intelligentes. Donc si vous mettez pas les bons critères, vous n'aurez pas les bonnes réponses. Prompter, c'est mettre des critères il faut poser les bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Donc ça veut dire que les critères, par exemple Bac plus 5, n'avaient pas forcément été ajoutés aux critères géographiques. Donc ça, c'est très important de bien prompter ces critères, quelle que soit l'IA que vous utilisiez. Et vu le monde dans lequel on va, il faut qu'ils apprennent à utiliser l'IA. Et en Bac plus 5, on doit être capable d'utiliser l'IA. Le deuxième message... Le deuxième message. Oui, mais si on veut être la génération qui suit et qui peut challenger l'international, etc. en France, il faut s'y mettre. Et il faut s'y mettre avec précision. Le deuxième message, c'est que les jobs de cadre, ils sont moins chez France Travail. Il y a beaucoup de marchés cachés sur les jobs de cadre. Et la jeunesse, si elle veut trouver un job de cadre, il faut qu'elle se bouge, qu'elle aille se renseigner, qu'elle fasse des salons. Je l'invite à aller rencontrer beaucoup de monde. Merci pour tous ces conseils. Merci beaucoup, Benoît Serre, d'avoir été avec nous, coprésident du cercle de réflexion, cercle Humania, et qui représente aujourd'hui 600 DRH. D'ailleurs, on aura l'occasion de monter une émission avec vous pour parler un peu plus de l'emploi. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vrais doigts. C'est ça, de nos vrais voix aujourd'hui. Je suis encore malade, c'est pour ça que je n'ai pas la lumière dans toutes les pièces encore aujourd'hui. On parle de quoi dans un instant ? Du dernier sondage sur les municipales à Marseille, frais de ce matin. Coralie Dubost. C'est vrai qu'il est pas mal ce sondage. Votre sujet. Je vous parlerai un peu des décideurs africains. Et avec vous, la députée Obono est grossière. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus. Un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui en ce lundi. Pour ceux en tout cas qui sont peut-être à la maison ou pour ceux qui travaillent, bien bon courage. On est ravis de vous accueillir avec Philippe Bilger autour de cette table aujourd'hui, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, et Coralie Dubost qui est partenaire chez NSI et ancienne députée. Allez, tout de suite le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Maintenant il faut nous écouter parce que là on en a gros. Vous voulez une petite blagounette, c'est qu'on m'a raconté ce week-end? Mais non. Qu'est-ce qui est petit et marron? Je sais même plus. Un marron. Le tour de table de l'actualité. C'est complètement con, mais ça me fait rire à chaque fois. Philippe Bilger, puisque vous avez la parole, on va revenir sur cette information, en tout cas sur ce qui s'est passé entre Daniel Obono, qui a insulté un député du Rassemblement national. Absolument. Daniel Obono s'est permis de traiter le député Ballard avec des expressions du genre cessez d'aboyer, à la nique.
niche. Et évidemment, si vous le permettez, je raccrocherai ce que j'ai appris tout à l'heure, le fait que Éric Zemmour va citer directement devant le tribunal correctionnel Raphaël Arnaud, qui l'a insulté d'une manière véritablement odieuse en ajoutant « je vais tous vous dézinguer ». Et donc, je ne découvre pas le fait qu'un certain langage politique est ordurier. Jean-Paul Sartre considérait ses contradicteurs, parfois il les traitait de rats, mais ce qui me frappe, c'est comme si on se permettait absolument tout à l'égard de, je vais aller vite, de l'extrême droite. L'extrême droite est dans l'espace démocratique et il n'est pas normal qu'on traite les gens qui y appartiennent comme dans d'autres partis. J'ai en horreur cette manière de faire de la politique et de remplacer l'intelligence et la contradiction par l'insulte. Un avis, Coralie Dubost? Oui, et puis alors là, je vais prendre vraiment l'habit de l'ancienne parlementaire. Moi, j'ai eu la chance de siéger dans une législature qui se tenait à peu près. Et c'est absolument indispensable si vous voulez avoir un peu de réflexion dans les débats. Vous manquez toujours de temps pour débattre en hémicycle. Vous avez que 2 minutes chacun à votre tour, au micro. Parfois, il faut attendre 2 heures pour avoir la parole. Vous avez levé la main, vous attendez 2 heures et vous avez 2 minutes. Donc c'est aussi un exercice de frustration, mais avec les responsabilités que l'on a, il faut se tenir. Enfin, on n'arrête pas de critiquer une société à la violence décomplexée, au verbe décomplexé. Effectivement, la violence et la vulgarité sont partout et c'est extrêmement désagréable. On le reproche dans les entreprises, mais enfin que les élus se tiennent, c'est pas possible. Là, le spectacle qui est offert, il est absolument déplorable. Et je pense que l'outrance, elle nuit principalement à son auteur, par ailleurs. Ouais. Samuel ? Non, mais c'est des choses que j'avais déjà pu entrevoir dans le livre de Wally Bordès du Figaro sur Palais Bourbier. 1 an au Palais Bourbon sous cette nouvelle législature où effectivement la violence qu'il pouvait y avoir dans l'hémicycle, et je parle de violence physique avec souvent les mêmes partis à la manœuvre et qui sont plus virulents avec les partis de gauche qu'avec l'extrême droite, mais pourquoi pas. L'autre question qu'on s'est posée avant l'émission avec Philippe, c'est qu'est-ce qu'on serait en train de dire aujourd'hui si Philippe Ballard avait tenu ces propos-là à l'encontre de Daniel Obono. Et je pense que la réaction serait tout aussi indignée. Donc la question, c'est finalement, comment est-ce qu'on arrive à revenir à des débats parlementaires, qu'ils soient normaux et dans l'hémicycle et sur des plateaux de télé. Plus hurlante, en tout cas. Peut-être, mais c'est surtout ce qui m'interroge, c'est que ces 2 personnes ont voté exactement le même projet de loi 2 jours plus tôt. Donc à un moment, je veux bien les postures, mais je pense que les Français ont envoyé un signal assez clair. Il faut que ces gens arrivent à s'entendre et à bosser ensemble, et surtout, il faut qu'on revienne au calme. Coralie Dubost, voulait revenir sur cet article de Catherine Vautrin, la ministre des Armées et des Anciens Combattants. Oui, elle a donné une excellente interview hier. J'invite tout le monde à en prendre connaissance. Alors c'est pas forcément un coup de cœur au sens, c'est pas tout à fait joyeux. Il s'agit des armées, de la façon dont doit être préparée dans un monde où la menace est multipolarisée, terroriste s'installe vraiment. Oui. Terroriste et pas seulement, les tensions géopolitiques qui existent et qui nous traversent. Mais elle a eu une formule que j'ai trouvée particulièrement heureuse et encourageante et fédératrice pour notre pays. En tant que patriote, j'avais envie de lui dire merci pour cette jolie formule qui, je crois, est un usage dans les armées qu'elle a reprise dans le cadre de l'interview, où elle explique que le plus important, quels que soient les débats, le chaos budgétaire, les chaos dans l'hémicycle, etc., c'est que quand il y aura la loi de programmation militaire, il va falloir être d'un seul homme, soutenir son pays et voter les crédits qui y sont affectés. Et elle a cette formule en disant désormais, être prêt, c'est le nouveau nom de la paix. Et je trouve que c'est une excellente formule. Il faut être prêt à tout. Ouais. Et la paix, c'est être prêt. Donc je voulais dire merci à Catherine Vautrin pour cette formidable interview. Et après, plutôt en bonne humeur, et à l'inverse de ce que je viens de dire, je reviens d'un petit séjour au Choiseul Africa, à Rabat, qui rassemblait les 500 grands décideurs africains. D'accord. C'était une découverte pour moi. Et je dois vous dire que j'ai pris une claque dans le bon sens du terme. Il y a une énergie, une envie de croquer le monde, une envie de tisser des partenariats avec la France et avec l'Europe intelligente. Il faut absolument y aller. Et en fait, ils n'ont pas peur des obstacles. Ils ont envie de construire, reconstruire, tisser, grandir. On doit être animé. C'était notre cas il y a très longtemps. C'était notre cas il y a finalement plusieurs décennies, on l'a oublié, mais il faut absolument qu'on redevienne comme ça. Ça existe ailleurs, c'est possible, il faut y aller. Philippe Bilger. Coralie, vous n'avez pas l'impression que la très belle interview de Catherine Vautrin était une réponse à ceux qui initialement avait pu dire qu'au fond, elle n'était pas à sa place dans ce ministère? Je pense qu'elle n'y prête même pas attention. Je la connais très peu. Mais de ce que je comprends d'elle, elle a un objectif et
elle tient la ligne, elle s'occupe pas des critiques qui peuvent venir de part ailleurs. Elle le vit comme une perte d'énergie, je pense qu'elle a parfaitement raison. Elle se concentre sur l'objectif, et l'objectif c'est que nos armées continuent d'être prêtes, je crois qu'elles le sont, mais qu'elles puissent continuer à l'être, et notamment sur la lutte technologique, la guerre informationnelle qui s'annonce. Ça exige d'être de très haut niveau et de pouvoir se renouveler très vite, tout le temps. Tellement. Une petite réflexion peut-être ? Oui, je suis très heureux du tour de table de Coralie pour une simple et bonne raison. Grâce à ça, elle en a eu 2. Le premier sur Catherine Vautrin, parce que ça me permet de me rendre compte que Madame la Ministre et ses conseillers ont lu Sun Tzu, l'art de la guerre, puisque c'est de ce livre qu'est tirée la citation en question. Donc ils ont au moins des bonnes références littéraires. C'est un bon point à soulever. Pour le reste, je suis assez d'accord sur la nécessité de voter sur des projets de ce type à l'unisson. Et la répartition actuelle à l'Assemblée, les discussions qui sont en cours et les négociations m'incitent à la plus grande prudence, même si je dois reconnaître à Sébastien Lecornu une grande habileté pour le moment. Oui. Oui, c'est vrai. Voilà. Puisque vous avez la parole, Samuel Botton, le sondage de Cluster 17 qui fait un travail remarquable depuis déjà quelques années, qui a souvent l'habitude de taper juste dans ses sondages, et qui m'a fait remonter finalement quelque chose que beaucoup de gens à Marseille me disaient et que j'avais peine à croire, c'était la puissance du Rassemblement national. Moi, j'ai 35 ans, j'ai vécu pendant 15 ans avec Stéphane Ravier comme candidat des quartiers nord et du Rassemblement national, qui peinait à dépasser certains scores et à se hisser au second tour. Et aujourd'hui, Franck Aligio, qui est en pole position. Et ça pose une vraie question. D'abord, est-ce que Martine Vassal a eu raison de récupérer le soutien d'En Marche et d'Horizon ? Je ne pense pas. Je pense aussi qu'elle a fait une erreur dramatique sur la composition de son équipe de campagne, puisqu'elle s'est entourée de losers historiques de la droite qui ont mené ce parti à la décrépitude qui est la sienne, à Marseille en l'occurrence. Et puis maintenant tout ça, il y a Benoît Payan qui va devoir jouer un vrai jeu d'équilibriste, puisqu'il est maire sortant, puisqu'il va le devoir probablement composer avec la candidature de Sébastien Delogu, qui est aujourd'hui crédité de 16% des voix, ce qui n'est pas négligeable. La bonne nouvelle pour lui, c'est que peu importe la configuration et peu importe les métiers au second tour, il arrive à se tenir plus ou moins sur la première, deuxième position. Aujourd'hui, on a une ville qui est peut-être à l'image du pays, qui est divisée en 4 blocs plus ou moins inégaux, et ça va être passionnant à suivre. Donc toute la question, c'est de savoir finalement, est-ce que le vrai ennemi de Martine Vassal, c'est Benoît Payan, ou finalement c'est pas aller taper des voix au Rassemblement national qui est très fort. Et la question, c'est de savoir comment des gens qui ont traité Benoît Payan de génocidaire et autres vont pouvoir lui accorder son soutien sans aucune concession. Philippe Bilger. J'avais lu dans un des journaux du dimanche qu'au contraire, Martine Vassal était très bien placée. Mais ce n'est plus le cas. Elle a 23% sur ce sondage. D'autres sondages, effectivement, l'ont placée à 27-25, mais avec une fiabilité à titre très personnel que je considère moindre de par les instituts. Et puis après, la réalité, c'est que Martine Vassal, elle n'est pas dans une position facile. Elle a le bilan de Jean-Claude Gaudin qui lui colle à la peau, et c'est 25 ans de bilan, c'est des responsabilités au sein du département. Et malheureusement, tout n'a pas été parfait. Alors, quand vous rajoutez des soutiens nationaux qui aujourd'hui sont vilipendés dans tous les sens, moi je l'ai vécu en 2014, le soutien de François Hollande, il n'a pas porté chance au candidat socialiste. Aujourd'hui, il n'existe plus. Allez, vous restez avec nous dans un instant, on va revenir sur Nicolas Sarkozy avec ce tweet. Je vous le lis, un peu morcelé. Il dit à la fin, le droit a été appliqué, je vais maintenant préparer le procès en appel. Mon énergie n'est s'étendue que vers un seul but, de prouver mon innocence, la vérité triomphera. C'est une évidence que la vie enseigne. La fin de l'histoire reste à écrire. On en parle dans un instant. 0826 300 300. Vous les partagez, en tout cas, évoquer ce que vous avez envie de dire avec nous aujourd'hui jusqu'à 19h30. Ce numéro de téléphone est à vous et on revient dans un instant. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio, et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus. Avec une joyeuse bande autour de moi aujourd'hui, on pense bien à Philippe David qui est en vacances. Oui. J'espère qu'il va bien, Philippe David. Il nous écoute, bien sûr. Il doit gâtouiller auprès de l'adorable petite fille. Exactement, mais non seulement il doit nous écouter, mais en plus, visiblement, il mange, puisqu'il fait des photos sur Twitter pour montrer que même à 18h, à 17h, à 15h, à 22h, il mange toute la journée. Ça avait l'air d'être un friand au fromage. Voilà. Non, c'était un vol au vent. C'était un vol au vent. Ah bah oui, voilà, il en a le visage. Okay. Ah oui, il est en forme de cœur.
mon Dieu. Allez, Philippe Bilger est avec nous, Samuel Botton et Coralie Dubost. Et on va revenir sur cette information de notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui est sorti de prison aujourd'hui. C'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et donc l'ancien président Nicolas Sarkozy a regagné son domicile dans la journée après sa mise en liberté sous contrôle judiciaire. Je vais forcément me tourner tout de suite vers Philippe Bilger. Philippe, on l'attendait cette sortie. Alors on n'avait pas le jour, mais on imaginait en tout cas qu'elle puisse se solder pour quelque chose de positif pour Nicolas Sarkozy. J'ai bien aimé la manière dont elle a été décidée. Alors je suis sans ironie, vraiment très heureux pour Nicolas Sarkozy, qui sort dans des conditions où un contrôle judiciaire très précautionneux lui a été imposé, notamment ne plus rencontrer Gérald Darmanin et son cabinet. Ensuite, il est évident que le tribunal, la cour, a été très suspicieuse à l'égard de Gérald Darmanin et de son cabinet. C'est une première, à mon avis, dans un arrêt pour une mise en liberté sous contrôle judiciaire. Et donc, pardon de le dire, je trouve que c'est une parfaite réponse à ce qu'un certain climat politique et médiatique a apporté comme délire dans cette affaire. Encore une fois, je suis ravi de cette liberté et je crois qu'elle va permettre d'appréhender bien mieux le fond de ce qui a inspiré le jugement qu'on a contesté et probablement ce qui va irriguer les débats de mars 2026 lorsque l'affaire viendra en appel. Alors le fait de ne pas pouvoir rencontrer le garde des Sceaux ou quelqu'un de l'affaire, c'est parce qu'il y a d'autres affaires qui se percutent, hein, bien sûr, Coralie Dubost. Est-ce que aujourd'hui, on se dit, c'est peut-être mieux de l'avoir à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, en tout cas en prison. Quel est votre avis, vous, aujourd'hui, sur ce sujet ? Si on peut donner un avis, bien entendu. Oui, alors je ne vais pas sur le fond de l'affaire, qui en plus va être réexaminé, etc. Mais l'exécution provisoire, je crois qu'elle avait choqué beaucoup de personnes, et moi y compris. J'avoue que c'était à minima la partie du jugement qui m'était incompréhensible. Et donc je pense que c'est à ce stade beaucoup plus décent. Avec toutes les conséquences que ça générait sur place, hein, c'était visiblement assez compliqué. Oui, et même sans toutes les conséquences que ça générait sur place, même s'il n'avait pas fallu aménager certaines choses, au regard des conditions de l'exécution provisoire, j'étais pas tout à fait certaine. Et je pense, comme Philippe, que c'est bien de se concentrer sur le fond de l'affaire. Et que c'est même très important pour le pays de pouvoir se concentrer sur le fond de l'affaire. C'est le véritable enjeu. Samuel Botton. Je suis content pour Pascal Praud. J'ai lu sa tribune, il me manque. J'ai cru qu'il nous avait quittés pendant un moment, mais rassurez-vous, il est encore vivant. Non, moi, ce qui m'a interloqué, c'est le cirque auquel on a eu droit pendant 3 semaines. Que ça soit les députés LFI qui essayaient de se rendre à cette prison pour le rencontrer, mais c'était totalement ahurissant, et de la même manière, les prises de position nombreuses de Gérald Darmanin à son égard, ou même du déploiement de moyens que ça a nécessité d'avoir Nicolas Sarkozy en prison. On a eu droit à un journal intime quasiment journalier, où on a appris qu'il se refusait à cuisiner par dignité. Je pense que ça a fait beaucoup plaisir à beaucoup de Français d'entendre ça. Pour le reste, effectivement, je pense que d'un point de vue judiciaire et pour plein d'autres raisons, c'est peut-être mieux de l'avoir dehors, parce que c'est une situation qui n'était pas tenable. Sarkozy est un Français comme les autres, mais il y avait des circonstances exceptionnelles. C'est un ancien président de la République, c'est un ancien ministre de l'Intérieur, avec toute la haine que cela peut véhiculer de la part de ses coprisonniers à ce moment-là. Je ne suis pas certaine que ce soit un Français comme les autres, pardon de vous couper, parce que par ailleurs c'était dans le jugement. La question du président normal de François Hollande. Mais c'était dans son jugement, eu égard aux responsabilités, etc., et à son statut particulier, alors l'exemplarité devait être plus grande. Donc il a finalement ce côté Français comme les autres, j'entends l'argument, mais je crois qu'il n'a jamais été un Français comme les autres parce qu'il a été président. En tout cas, je suis pas sûr qu'il était injusticiable comme les autres. Je vois ce que vous voulez dire, je vais juste le prendre dans l'autre sens. 30 secondes et allez-y, 30 secondes. Je l'approuve, oui, je suis d'accord. Je comprends. Dans l'autre sens, c'est aussi les moyens qui sont les siens et l'image qu'il véhicule. C'est-à-dire, pour moi, il a été jugé comme un Français comme les autres. Les magistrats ont fait et c'est là où je vous dis, c'est dans le jugement. Dans le jugement, il y a une phrase pour distinguer. Absolument. Parce que l'affaire est antérieure à ça et qu'on arrive derrière, c'est-à-dire au moment où ça commence, il n'est pas président.
au moment où cette affaire commence. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, sur le deuxième, c'est se dire qu'il a été jugé comme un justiciable quelconque. Donc là-dessus, aucun souci. Par contre, effectivement, c'était la question des moyens, de son image, de sa personnalité. Et non, j'insiste, il n'a pas été jugé comme un justiciable quelconque. Quand vous avez dans le jugement que la gradation de la sanction a été évaluée, eu égard au fait qu'il n'est pas un citoyen comme les autres, mais parce qu'il a été un président. Transposer, si ça avait été mais je trouve que c'est une question hyper intéressante. Exactement la même chose, parce qu'il avait des moyens financiers qui lui permettaient de potentiellement se soustraire à la justice ou autre. Et je trouve que c'est deux parallèles intéressants sur des corps de métiers différents, un politique et un dirigeant, un privé et un public. Il y en a un, c'est un métier, l'autre c'est une élection au suffrage universel direct de la totalité des Français. Recours et des ressources pour se soustraire potentiellement, je ne dis pas qu'il allait le faire à la justice. Oui, effectivement, je comprends que la justice n'ait pas été rassurée, qu'elle ait voulu prendre 3 semaines pour s'organiser, comme l'a dit Philippe, sur les conditions de sa libération. Et là-dessus, il n'y a absolument rien qui me choque. On est en France. Chacun. Parce que vous pensez que ça a changé quelque chose, vous ? Le fait qu'il aille en prison, de s'organiser, enfin c'est. Oui, je pense que ça permet surtout aux éléments clés de cette affaire de ne pas parler les uns avec les autres. Ça permet aussi de cadrer justement. Mais ça n'empêchait pas de le faire. Ça n'empêchait pas de le faire. Mais je pense que il n'aurait pas été en prison que je n'aurais pas été scandalisé. Il faut être clair, l'exécution provisoire, ça a perturbé l'appréhension du fond du jugement. Mais là où je rejoins Coralie, si je l'ai bien comprise, moi je suis très accordé au raisonnement du tribunal qui dit plus on a de responsabilités et de privilèges, si Nicolas Sarkozy est coupable, l'affaire est gravissime. C'est une intelligence avec l'ennemi. Et je conçois qu'un tribunal puisse sanctionner plus lourdement quelqu'un qui a des responsabilités plus lourdes, alors qu'en général, le commun des citoyens fait l'inverse. Il en réfère aux voyous en disant c'est scandaleux, les voyous ne sont pas condamnés. J'entends Philippe ce que vous dites et je comprends, mais à ce moment-là, pourquoi on va devant une juridiction ordinaire et pas devant... Exceptionnel. Mais parce que Coralie, vous le savez, tout ça n'a pas été... Allez, merci les amis. Dans un instant, la suite des vraies voix, 0826 300 300. Tout de suite, c'est Thomas Midet. Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne, présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. On vous retrouve désormais pour un nouveau rendez-vous tous les lundis soirs vers 18h50 avec notre nouvel expert Fabien Kériel qui est directeur général de Saxo Bank. Et avec Fabien, on va parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Fabien, investir en bourse, c'est un sujet passionnant. On va le découvrir avec vous toute cette saison et parfois complexe, qui a le mérite d'être développé. Si on regarde à l'intérieur de nos frontières, l'indice français du CAC 40 a récemment dépassé son record et ce, dans un contexte économique français marqué par un déficit croissant et une instabilité politique. Alors avant d'expliquer le comment et le pourquoi, on va revenir avec vous sur la création de la bourse. Justement, il vient d'où ce mot bourse, Fabien Kériel ? Eh bien, tout commence au Moyen-Âge. C'est à ce moment-là que la première bourse, ou en tout cas le nom, apparaît. Au XVe siècle, à Bruges, en Belgique, on a des marchands venus d'Italie qui arrivent en Belgique pour vendre leurs marchandises. Et ils arrivent avec des marchandises et des lettres de change. Et ces marchands se réunissent alors dans des auberges, dans des grandes maisons. Et une des familles qui les accueille, alors excusez mon accent flamand, mais c'est la famille Van der Beurse. Alors la famille a disparu, mais Beurse est resté et c'est devenu bourse. Alors c'est passionnant, mais du coup... Ensuite, où se sont développées ces fameuses bourses ? Alors, la vraie première bourse, comme on la connaît aujourd'hui, comme un marché où on achète et on vend des actions, c'est Amsterdam. Au début du XVIIe siècle, on pouvait y acheter des actions de la société qui s'appelait la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. C'était une société qui faisait des expéditions commerciales vers l'Asie, plus particulièrement vers l'Indonésie, et ils avaient besoin de financer ces expéditions. Une société qui a besoin de financement, des gens qui ont de l'argent, ils se rencontrent et c'est devenu une bourse. Alors du coup, est-ce que ces bourses ont dû faire face à des transformations depuis leur création ? Bien sûr. Oui. Tout au cours de l'histoire. La première bourse à Amsterdam, elle a quand même mis quelques fondements. On avait des cotations qui permettaient de connaître les prix, des courtiers pour acheter des titres. Il y avait même de la spéculation puisque la première bulle financière, elle date de 1637 et c'était sur les bulbes de tulipes. Mais les bourses ont évolué avec l'histoire. La révolution industrielle, 18e au Royaume-Uni, 19e en France. Londres, Paris, création des bourses pour financer des sociétés industrielles et des sociétés qui faisaient les voies de chemin de fer. Alors du coup, ce sont des pratiques qui nous paraissent un peu lointaines, c'est toujours le problème de l'histoire. Mais le digital est aujourd'hui omniprésent, il est arrivé, clairement.
Clairement, les bourses ont toujours bénéficié des avancées technologiques. La première, un peu notable, c'est Thomas Edison, qui avait créé une machine qu'on appelait le stock ticker, qui permettait d'envoyer des cours d'actions d'une ville à l'autre aux États-Unis. Ensuite, on a eu les machines de cotation qui permettaient d'afficher les cours des actions sur des écrans, et ça remplaçait les tableaux noirs où on écrivait les cours à la craie. Et puis arrivé dans les années 70-80, l'électronique, l'informatisation, où on saisissait les ordres sur un ordinateur, on ne faisait plus ça à la criée et à la voix. Et puis plus récemment, l'arrivée d'Internet, il y a à peu près 25 ans, un peu plus, où là, ça a révolutionné le trading. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, le trading algorithmique, le trading à haute fréquence qui change tout. Bon, du coup, on a peut-être un peu perdu ce côté authentique qu'on rencontrait dans les années passées. Mais est-ce que pour autant, toutes ces évolutions servent le client final, en définitive ? Toujours, la technologie a toujours apporté un bienfait. Dans le cas de la bourse, je peux vous en citer 3. Il y a la transparence, puisqu'aujourd'hui, on sait ce qui se passe sur une place de négociation. On connaît les cours, on connaît le nombre de personnes qui achètent, le nombre de personnes qui vendent, ceux qui attendent, ce qu'on appelle être dans le carnet. Il y a une fiabilité supplémentaire, puisqu'il n'y a plus d'erreurs humaines possibles, puisqu'on a automatisé et informatisé les échanges. Et enfin, il y a une rapidité qu'on a pas connu de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez exécuter un ordre sur n'importe quelle place dans le monde, où que vous soyez, même depuis votre téléphone portable. Donc, si je vous ai bien compris, en résumé de vos propos, Fabien, les bourses, du coup, seraient donc en évolution constante sous l'influence des changements économiques, technologiques et réglementaires, devenus aujourd'hui le pivot de l'économie mondiale. Complètement. Les bourses, c'est un pivot de l'économie mondiale, ça finance l'économie mondiale. La technologie a permis de démocratiser l'accès à ces marchés financiers, et aujourd'hui c'est plus réservé à une élite. N'importe qui peut intervenir sur les marchés financiers, chacun à condition de s'éduquer, de se former bien sûr, puisqu'il ne faut pas y aller il faut y aller en connaissance de cause, mais chacun doit prendre son avenir financier en main, chacun doit s'émanciper financièrement pour pouvoir préparer l'avenir. Merci Fabien pour vos explications très concrètes, et on vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la bourse, et je vous retrouve dimanche à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse, Thomas Binet. Avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne. Allez, vous restez avec nous dans un instant, la suite des vraies voix. 0826 300 300, on va revenir sur cette information. Emmanuel Macron qui va recevoir le président de l'autorité palestinienne le 11 novembre. Vous êtes pour, contre? 0826 300 300, on en parle dans un instant. Et on est ensemble jusqu'à 19h30. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et ils sont autour de cette table, en tout cas en forme, très en forme. Philippe Bilger pour commencer. Oui. Ça c'est sûr, il est content Philippe Bilger parce qu'il est à côté de Coralie Dubost et il se dit tiens. Et à côté de vous. Ah oui, c'est vrai. Cécile. C'est vrai, j'avais oublié cet élément très important bien sûr. Avec Samuel Botton qui est avec nous. Vous êtes content Samuel? Très content, moi j'ai Pierre-François. Ouais, non, c'est pas Pierre-François, c'est François-Louis. François-Louis, vraiment, c'est pas ma journée. Mais Pierre-François a l'air très sympa aussi. Je suis désolé. Allez, et tout de suite, on va revenir sur cette information. Mahmoud Abbas, qui est président de l'autorité palestinienne, qui sera reçu demain par Emmanuel Macron. Alors c'est une position, Philippe Bilger, qui divise beaucoup, forcément, l'arrivée sur notre territoire, en tout cas, du président palestinien. Oui, mais il me semble que cette rencontre est beaucoup moins provocatrice que celle qu'il avait eue avec le responsable de la Syrie. Et autant je suis réservé à l'égard d'Emmanuel Macron dans la politique intérieure, autant je trouve qu'on a le droit de lui concéder quelque chose sur le plan international, et même si ce qu'il fait apparaît comme un appendice à ce que tente Donald Trump, ça peut être utile. Et donc je trouve qu'il fait très bien en faisant ça. Ça va donc dans cette politique de la paix finalement, Coralie Dubost? Écoutez, je pense que ça vient d'être très bien résumé par Philippe. Il est pleinement dans son rôle de chef de l'État. Donc il n'y a absolument rien d'anormal au fait qu'il conduise les affaires internationales du pays. Il est effectivement dans la ligne de ce qui a été fait précédemment, et j'ai noté votre habileté pour parler d'appendice. Vous êtes taquin, mais la France a le droit de tenter de rester sur la scène internationale aussi.
Et puis, si ça peut permettre, écoutez, je crois que tout le monde souhaite la paix. Non, c'est la région du monde. Ouais. Samuel Botton, il y a une ambiguïté sur la gouvernance forcément palestinienne. Tout dépend de quel point de vue on se pose. Pour moi, il est très clair qu'on ne peut pas assimiler Mahmoud Abbas au Hamas. Là-dessus, je pense qu'on sera tous d'accord. Ce que fait Emmanuel Macron, finalement, ce n'est ni plus ni moins que des relations diplomatiques classiques, et il donne une continuité à la voie qu'il a tracée, c'est-à-dire de reconnaître un État palestinien. Et j'insiste sur ce point. Aujourd'hui, reconnaître un État palestinien, ça ne veut pas dire signer un chèque en blanc à une organisation terroriste. Ce sont deux choses différentes. Il se met aussi dans la lignée d'un accord qu'il a travaillé justement avec l'Arabie Saoudite pour contribuer à cette paix, et on va dire qu'il joue son rôle. Après, est-ce que c'est une rencontre qui est déterminante ? Je ne le pense pas. Est-ce qu'on aura des avancées notables ? Non. Et je pense notamment à Donald Trump qui a aligné les rencontres avec des présidents, avec Zelensky et compagnie, et on y est encore. Donc il ne faut pas donner à cette rencontre la signification qu'elle n'a pas. C'est un processus normal. Surtout qu'elle n'a pas encore eu lieu. Surtout qu'elle n'a pas encore eu lieu, tout à fait. Non, mais enfin, tout dépend de la façon dont se déroulent les rencontres. Les rencontres entre Donald Trump et Zelensky, parfois, elles laissent à désirer. Hein, oui. Excusez-moi, on en attend quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Mais il ne faut pas en attendre quelque chose. Non, mais ça concourt. C'est la concours. Ça ne détermine pas tout en soi, mais c'est la concours. Il n'y aura pas d'annonce fracassante à l'issue de cette réunion. Oui, la rencontre concourt. Je pense qu'elle se passera mieux que celle entre Trump et Zelensky, que la prochaine. Mais qu'est-ce que ça envoie comme message pour ceux... Vous savez bien qu'en tout cas aujourd'hui le sujet est assez divise, bien entendu, entre les Israéliens et les Palestiniens. Donc il y a forcément aussi un message à envoyer à la communauté. Ça clarifie la position de la paix qui a été amenée par Donald Trump à ce moment-là. Ça clarifie et ça continue de renforcer le cessez-le-feu qui résulte de cet accord. Il y a plein de questions qui vont être liées à ça, comme la question des arrivées d'aide humanitaire et autres. La France a décidé de reconnaître un État palestinien, et je tiens à le préciser, à certaines conditions. C'est-à-dire, encore une fois, Emmanuel Macron n'a pas signé un chèque en blanc. Il a dit, nous, on va reconnaître un État palestinien. Par contre, il faut qu'il y ait des conditions de sécurité qui soient respectées pour l'État israélien. Il faut qu'il y ait aussi des conditions de sécurité qui soient respectées pour le peuple palestinien. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, reconnaître un État palestinien, c'est une chose. Mais à qui on va laisser ces pauvres gens ? Donc, il y a effectivement Mahmoud Abbas qui est président de l'autorité. Maintenant, la question, c'est effectivement quelle est la véritable autorité sur ce territoire. C'est la question que je vous posais. Je le dis sans aigreur, c'est aussi une manière pour Emmanuel Macron de remplir sa tâche présidentielle alors qu'on approche de la fin. Il montre qu'il est encore utile et nécessaire. Il est utile. Il a toujours été... ça, je pense qu'on peut pas... Effectivement, on peut débattre longuement de son rôle dans les affaires intérieures, mais sur les affaires externes, il l'a toujours habité. Il a commencé son premier quinquennat là-dessus. Souvenez-vous, la rencontre avec Poutine à Versailles, etc. Certains ne partagent pas. Attention les amis, parce que là vous êtes à 1 kilomètre de vos micros. Non, il a toujours habité ce rôle-là pleinement. Il y tient. C'est la dignité de la France et je pense qu'il le fera jusqu'au bout et qu'il a raison. Son côté mitterrandien. Oui, tout à fait. Allez, restez avec nous. Et on vous donne la possibilité, en tout cas, de remporter un très très joli cadeau, puisque c'est votre appareil à fondu qui vous attend, de la marque Fondu Simo, en famille ou entre amis. Non, monsieur Philippe David, vous ne pouvez pas jouer, s'il vous plaît. Arrêtez. Vous allez pouvoir explorer les possibilités de la fondue, réinventer un appareil révolutionnaire, polyvalent et conçu pour durer. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, vous allez nous envoyer un SMS à SUD, S-U-D, et vous allez l'envoyer au 7 20 18 7 20 18. Vous écrivez Sud et vous pourrez être tiré au sort avant la fin de cette émission. Est-ce que Philippe a le droit d'envoyer un SMS ? Absolument, c'est absolument totalement interdit. Pour me le faire tester. Voilà, c'est ça. Bah non. Allez, dans un instant, on va revenir sur cette question. La régularisation de 250 000 clandestins rapporterait près de 3 milliards d'euros par an à l'État. C'est ce qu'a dit en tout cas la présidente de l'association France Terre d'Asile, mais aussi magistrate à la Cour des comptes, Najat Vallaud-Belkacem. Et c'est un petit peu le problème, et visiblement ce que disent les LR, ont-ils raison de dire que Najat Vallaud-Belkacem sort de son rôle en proposant en tout cas en donnant cette information. 0826 300 300, on revient dans un instant, on est ensemble jusqu'à 19h30. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table, Philippe Bilger qui était avec nous, Samuel Botton, Coralie Dubost, et vous au 0826 300 300. Et tout de suite, c'est la question du soir.
Nous ne sommes qu'au début de la crise migratoire. L'immigration n'est plus une chance pour la France. Monsieur Retailleau a dit beaucoup de choses et dans l'ensemble, je soutiens Monsieur Retailleau. Et il faut réduire drastiquement les flux migratoires. Je dirais l'immigration est un problème. Il faut arrêter le chaos migratoire qui mènera sinon à une guerre civile. Mais une autre hypocrisie, c'est l'hypocrisie d'une gauche qui a transformé le débat sur l'immigration en un débat de posture et jamais de solution. Et Najat Vallaud-Belkacem a dit qu'il fallait régulariser 250 000 clandestins qui rapporteraient environ 3 milliards d'euros à l'État par an. Sauf que Philippe Bilger, elle est présidente de l'association France Terre d'Asile, mais aussi magistrate à la Cour des comptes. Donc les LR lui renvoient en tout cas ce rôle. C'est une très bonne interrogation de votre part, Cécile. En réalité, d'abord, je vais me faire le plaisir d'approuver Nicolas Sarkozy, dont les derniers propos sont tout à fait pertinents. Deuxième élément, je n'ai jamais apprécié Najat Vallaud-Belkacem comme ministre, mais ça n'est pas un argument. Non. Mais dans la mesure où elle a eu des polémiques lorsqu'elle a été nommée à la Cour des comptes dans les conditions qu'on sait, avec une commission dans laquelle finalement il n'y avait que des gens qui lui étaient favorables, je pense qu'elle aurait dû être beaucoup plus prudente dans l'exercice de cette belle mission. Et en particulier, ne pas cultiver systématiquement une ambiguïté qui est très bien traduite par votre interrogation. Elle est à la Cour des comptes avec l'objectivité que cette fonction prestigieuse, quel que soit le statut qui est le vôtre, impose, ou est-ce qu'elle est encore à terre d'asile? Il y a un moment, elle doit choisir. Oui. Samuel Poton. Non, moi je suis pas forcément d'accord avec Philippe. Elle contribue au débat public et elle essaye de le faire en apportant des idées, des solutions. Qu'on soit d'accord ou pas avec le propos qui est tenu, il y a au moins le mérite d'apporter une réflexion qui rentre sur une considération aussi budgétaire. C'est-à-dire aujourd'hui, comment faire en sorte, c'est la problématique française, comment est-ce qu'on augmente les recettes? Réponse de Najat Vallaud-Belkacem. Quel est le chiffre exact? 250 000. On va régulariser 250 000 sans-papiers pour leur permettre de travailler et pour aussi récupérer les cotisations sociales auxquelles ils vont contribuer. Point important, elle permet de débunker une fake news qui a la peau dure, c'est de dire aujourd'hui un étranger qui est en France, on l'aide, il y a des subventions, mais lui, il ne donne pas. C'est faux, il est, comme tout contribuable, soumis à des cotisations. Donc ça, c'est un premier point. Après, effectivement, il y a des limites dans les solutions qui sont avancées par Madame Belkacem. C'est comme la discussion qu'on a eue précédemment sur les logements sociaux, comment on fait quand il y a narcotrafiquants. Il faut prendre des cas particuliers. Il faut voir quelles sont les chaînes de métiers en tension qui en ont le plus besoin. Et surtout, il faut orchestrer ça de la bonne manière. Alors après, on a quand même une marge entre le moment où elle présente l'idée et le jour où celle-ci sera retenue. Voilà. Ouais, Coralie Dubos. Plusieurs observations. La première, c'est que moi, ça ne me choque pas qu'elle le dise, même en étant magistrate à la Cour des comptes. Et peut-être qu'elle va diligenter un rapport à ce sujet. Et pourquoi pas? Ce serait intéressant. Parce que finalement, la seule chose qui pourrait être gênante, c'est qu'elle prenne le chiffre de l'association dont elle est présidente, juge et partie, en étant magistrate sans l'ayant vérifié grâce à tous les outils de la Cour des comptes. Donc moi, je serais surtout ravie qu'elle fasse un rapport Cour des comptes sur la question pour confirmer ou infirmer le dit chiffre. Par ailleurs, ce qu'elle propose, c'est ce qu'a fait Giorgia Meloni, finalement. Donc, c'est peut-être pas inintéressant. Ça a bien marché. Si Giorgia Meloni et Najat Vallaud-Belkacem sont d'accord, il faut peut-être regarder le sujet. Il y a peut-être un truc à explorer. Vous mettez le doigt sur le grand problème de la gauche française, c'est qu'à partir du moment où elle décide de toucher du doigt des questions de sécurité et d'immigration dans un sens qui ne va pas forcément dans celui de son histoire et qui est un peu à contre-courant, tout de suite, vous avez une levée de bouclier. Donc là, en l'occurrence, on y est. Et surtout, ça me pose aussi une question du point de vue des Républicains, qui est sorti vent debout sur cette proposition, mais qui ne cesse, comme vous le disiez Cécile, de se réclamer de la pensée de Giorgia Meloni et de la citer en exemple. On pourra en parler de ce qu'elle a fait. Elle a fait des très bonnes choses. Par contre, il y a une autre réalité en Italie, c'est qu'aujourd'hui, c'est une maison de retraite à ciel ouvert, que les jeunes cerveaux fuient vers d'autres pays. La France n'est pas loin, hein.
On a encore une petite marge, j'ai la prétention de penser qu'on peut s'en remettre. Vu le taux de natalité en France, pardonnez-moi, mais je pense qu'on n'a pas de leçon à donner à l'Italie. Ça, c'est encore autre chose. Et donc, en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une vraie fuite des cerveaux et des actifs et des investissements en Italie qu'elle n'a pas su endiguer. Par contre, effectivement, sur la question de l'immigration... Alors, je suis obligée de vous arrêter. La fuite des cerveaux, en France, elle existe. On a même la fuite des patrimoines, la fuite des entreprises. En Italie, vous êtes quand même capable d'en retenir quelques-uns. Aujourd'hui, c'est l'Italie qui attire les fortunes françaises. Pardon, mais là-dessus, on ne peut pas... Oui, mais parce qu'on n'a plus de parce qu'on n'est plus une place attractive. On n'a plus de stabilité économique. On n'est plus du tout une place attractive. N'importe quel entrepreneur qui est reçu sur cette radio, ils vous dresseront tous le même constat en vous disant, aujourd'hui, nous, nos secteurs d'activité, ils sont pénalisés parce qu'on n'a pas de stabilité. Je pense à l'interview de Sylvain Valenzi sur le grand entretien de l'IMO, sur les 4 derniers patrons de l'immobilier qu'il a reçus, tous lui ont dressé le même constat. Monsieur Valenzi, on va pas parler pour notre église. Ce qu'on vous dit, c'est que tant qu'on n'a pas de stabilité économique, l'immobilier, vous oubliez, les taux d'intérêt, ils vont continuer de monter, et nous, en tant que professionnels du secteur, on n'y arrivera pas. Ça passe d'abord par une stabilité économique globale. Ça, on l'a pas. On l'a plus depuis 2 ans. Donc on n'est plus attractif. En revanche, Milan est très attractif. Mais si vous le prenez sur les 25 dernières années, c'est pas forcément la réalité. Mais les mesures fiscales italiennes sont très attractives. Je dois dire, et je suis pas du tout une pro-Mélanie, donc je le dis vraiment très tranquillement, parce que je suis pas pro-Mélanie, ça ne fait de secret pour personne. Mais les mesures qu'elle a prises, qui à mon avis sont contraires au discours politique qu'elle a porté pendant ses campagnes, en réalité, elle applique des programmes libéraux alors qu'elle promeut des campagnes complètement conservatrices et protectionnistes. Mais elle fait un peu l'inverse. Bon, bref, c'est un autre sujet. Les mesures libérales qu'elle prend, ça fonctionne en Italie. Donc là, on est normalement avec un gouvernement libéral, mais qui n'adopte pas de mesures libérales et qui fait fuir vers d'autres pays. Enfin, on marche sur la tête en Europe. Et en France particulièrement, moi je regrette, je trouve que la mesure, elle se regarde, c'est pas inintéressant, c'est une bonne question. Et si ça faisait gagner 3 milliards d'euros à l'État par an et que par ailleurs ça stabilise socialement, en fait c'est peut-être intéressant. Alors après, est-ce que Philippe Bilger, allez-y. Non, mais je voulais dire, est-ce que ça n'est pas une sorte de caillou dans une chaussure régalienne, alors qu'on est vent debout contre tout de même une immigration qui est destinée, qui vise parfois à altérer le corps pur du pays. Mais attendez, sa proposition, parce qu'elle dit, elle parle de régulariser des personnes qui sont dans le pays et qui sont notamment, qui occupent des professions aujourd'hui au black sur des métiers en tension. Donc, si on allait au bout de la mesure, ça reviendrait à quoi? Ça reviendrait quand même à des propositions qui sont portées par la droite depuis très longtemps, c'est d'avoir des quotas par secteur. Pardonnez-moi, je ne comprends pas pourquoi ça choque la droite. J'ai l'impression que la droite est choquée que Najat Vallaud-Belkacem ait pris la parole sur la question de l'immigration en tant que présidente de France Terre d'Asile et magistrate de la Cour des comptes. Mais dans le fond, elle répond à leurs propositions exactement. Oui, puisque même dans un projet de la droite, il y avait... Mais oui, régulariser sur les secteurs en tension. Donc exactement. Le rapport suggère aussi l'arrêt des obligations de quitter le territoire et la réduction des centres de rétention administrative pour mettre fin à la situation d'irrégularité. Donc là, on touche encore un sujet sensible. Alors oui et non. Oui. Si vous menez correctement le projet qu'elle propose, c'est des économies directes et indirectes. C'est-à-dire les économies, vous faites rentrer de l'argent sur le volet qui a été abordé sur le fait de régulariser. Non mais ça, ce sont déjà des gens qui travaillent. Mais derrière ces centres de rétention là, les OQTF ne travaillent pas. En tout cas pour certains. Ah non, c'est pas vrai. Vous en avez. Non, mais certains qui travaillent. Oui, bien sûr. Mais en centre de rétention, ils ne peuvent pas travailler par définition. Ils sont en centre de rétention. Mais après, ça vous amène beaucoup plus de clarté sur la manière dont vous régularisez, qui vous ne régularisez pas, qui est renvoyé à la frontière et de quelle manière. Aujourd'hui, il faut juste le dire. C'est la question que j'avais posée d'ailleurs la dernière fois à notre invité qui s'était présenté à la présidentielle. Désolé, Bruno Pomar. Non, pas Bruno Pomar. Pas du tout. Jean-Michel Fauvergue. Jean-Michel Fauvergue. C'est ce que je lui disais, c'est-à-dire aujourd'hui, si on prend toutes les personnes sans papier qui viennent nourrir des filières entières d'emploi, je pense notamment au bâtiment. Vous allez dans le 19e, vous vous pointez là-bas à 7h du matin, vous aviez des camions entiers qui viennent chercher leur main-d'œuvre. Ça, c'est une chose. Aujourd'hui, on les remet dans un circuit normal d'emploi. Et puis après, il y a effectivement la question de la sécurité, c'est-à-dire déjà la France est un des pays en Europe qui procède le moins à des régularisations de sans-papiers. C'est-à-dire aujourd'hui, on a 4,3 millions de personnes, je crois, qui sont... Attention le micro. En séjour de manière légale sur le territoire, c'est une chose. Il y a la part illégale qui, elle, malheureusement, ne peut pas être quantifiée. Mais c'est aussi remettre de l'ordre dans tout ça, remettre de la clarté et surtout lever un boulet d'étranglement sur de nombreuses filières d'emploi, je pense. Mais
Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Coralie Dubost. Je vais y arriver décidément. Il y a beaucoup de patrons qui demandent, en l'occurrence des restaurateurs, qui demandent effectivement de régulariser ce personnel. Le soin à la personne, l'aide à domicile, la restauration, le bâtiment, en agriculture. En fait, la voirie, les travaux publics de voirie. On va se le dire franchement, les métiers pénibles. Bien sûr. Aujourd'hui, sans l'immigration, on ne se serait pas assuré de la même façon. Le petit confort de vie de tous les Français. Et quand je dis petit, c'est pas du tout péjoratif. C'est au sens de ce qui fait notre quotidien. Sans cette partie-là de travail, de travailleurs, nous ne l'aurions pas de la même façon. C'est une certitude. Donc la question, c'est est-ce que c'est plus intéressant? Est-ce qu'on ferme les yeux Est-ce qu'on ferme les yeux? Voilà, et en fermant les yeux, c'est-à-dire qu'on n'a pas les cotisations sociales du tout, les patronales. Eux, ils vont aller avoir recours finalement à la fameuse AME qui fait tant débat, plutôt que s'ils avaient les cotisations, une carte vitale ou une carte vitale temporaire, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, etc. Mais en fait, on clarifierait un système, on le fluidifierait, il n'y aurait pas un sentiment d'opacité, de vol, de gens cachés et de non-reconnaissance par ailleurs, parce que tout travailleur mérite d'être reconnu aussi pour son travail. Et de sécurité pour eux, bien entendu. Bien sûr. Merci en tout cas, chers amis. Allez tout de suite avec François-Louis Bourneau. On part voguer sur les flots de Sud Radio fait sa transat. Sud Radio fait sa transat. Et on continue de suivre Joël Paris, skipper malvoyant, et Goulven Marie, navigateur pro engagé dans la catégorie classe 40 avec leur bateau Rêve à perte de vue. Et la situation se corse un petit peu, François-Louis. C'est un des moments les plus durs de leur vie, Cécile. C'est un grand 8 mental que doivent endurer notre duo. D'ailleurs, ils ne seront même pas là pour nous parler ce soir, tellement la situation est compliquée. Le classe 40 Rêve à perte de vue a bien failli s'endormir debout sur l'Atlantique, et pour cause d'une perte de vitesse assez importante. La nuit dernière, plutôt la nuit de samedi à dimanche, la vitesse était de 1,5 nœuds. C'est environ 3 km/h. C'est très très peu. Oui. Ouais, c'est impressionnant. Et bien sûr, à chaque fois qu'un nouveau calcul de route se fait, c'est un jour de retard en plus pour nos deux skippers. Ils sont pas forcément bien, mais ils continuent d'espérer, ils continuent de travailler pour faire en sorte que les choses aillent bien. Ils commençaient même à s'inquiéter pour leur rationnement, parce que forcément, quand on passe longtemps en mer, on s'inquiète. Alors, il y a des jours où on préférait être ailleurs. C'est ce qu'a dit Joël Paris quand il a été interviewé hier par nos amis. Mais quand on choisit la mer, on choisit aussi la tempête et les doutes. En tout cas, on espère que nos navigateurs vont retrouver le souffle du vent pour repartir gagner la Martinique. En tout cas, c'est très, très, très courageux de leur part. Merci beaucoup, François-Louis Bourneau. Et tout de suite, au 0826 300 300, on a décidé de faire plaisir à l'un d'entre vous. Et c'est Marie-Pierre qui est avec nous, qui nous appelle de Biganos. Bonsoir, Marie-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, visiblement, je ne sais pas pourquoi vous appelez, mais parce qu'on a offert finalement le cadeau à Philippe David, qu'il voulait absolument pour Noël. Donc voilà, non, ça n'est pas vrai. C'est pas vrai, Marie-Pierre. Comment ça va, Marie-Pierre ? Ça va super bien, merci. Alors, vous avez gagné ce magnifique appareil à fondu de la marque Fondue-Simo. Et donc, vous avez l'obligation, bien entendu, de nous inviter à dîner. Bien entendu. Pas de souci, pas de souci. Vous faites quoi, Marie-Pierre, dans la vie ? Alors, en ce moment, je suis en recherche d'emploi. Je suis dans un licenciement économique. Et vous cherchez dans quoi ? Dans la responsable de formation. D'accord. Et vous vous formez sur quoi ? Sur tout ce qui est produits naturels, huile essentielle, phytothérapie, fleurs de bac. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Et donc voilà, si vous cherchez quelqu'un, Marie-Pierre est là, vous nous envoyez un petit SMS ou vous nous appelez au 0826 300 300. Dans votre région, j'imagine ? Après, je suis mobile, Nouvelle-Aquitaine. Ouais, c'est grand. Merci en tout cas, Marie-Pierre, d'avoir joué avec nous. Merci. Vous nous écoutez depuis longtemps, Marie-Pierre ? Pour être sincère, depuis qu'il y a eu le Covid, oui, parce que vous étiez la radio c'est sans vrai. filtre, donc c'était parfait. Ouais, merci en tout cas, voilà, vous êtes récompensé de cette fidélité. Et comme Marie-Pierre, si vous voulez jouer, vous savez qu'on remet en jeu encore des cadeaux demain. Ce sera pendant toute l'émission. On va remercier Samuel Botton, merci beaucoup. On va remercier Philippe Bilger. On va remercier Coralie Dubost qui était avec nous aujourd'hui. Et dans un instant, on va vous parler d'engagement. C'est ça, de l'engagement. Et on va en parler avec le G500. Allez, vous restez avec nous et on sera ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.